positionnement. Donc, alors, d'abord, donc on est parti de cette notion d'inspiration, puis il y a une thématique qui est revenue très très rapidement, qui a émergé, c'est la notion de pouvoir. Donc inspirer, ça veut dire qu'on a du pouvoir, ça veut dire qu'on peut donc insuffler le changement, mais il y a des côtés un peu négatifs, on peut donc manipuler les gens, voire carrément les dominer en fait, quand on parle surtout des nations et pas uniquement des individus. Donc tout à l'heure on a parlé des individus, là on va parler un tout petit peu plus, de manière plus générale, plus collective, donc de la nation et notamment la nôtre. Alors dans cette notion aussi, il y a une notion classique, donc quand on parle d'inspiration, puis on a vite, donc on s'est heurté très rapidement cette notion de diplomatie politique, la figure d'ambassadeur classique, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant, et puis ça fait quelques moments aussi qu'on le voit dans les différents pôles, je pense notamment au pôle média culture et tout, donc plusieurs autres notions assez nouvelles. La notion de soft power, contrairement à celle justement de hard power, de cette notion de force militaire. Le software power, donc c'est plus juste un soft, mais c'est très numérique, donc on pose la question par rapport au numérique. Et puis cette histoire de national branding, donc d'une marque, mais en fait c'est le pays qui devient une marque. Et c'est un peu de ce dont tu as parlé tout à l'heure, Sofiane. Alors, pourquoi donc là on vous propose aujourd'hui justement de parler de cette inspiration tunisienne? Au travers de ces trois questions, pourquoi on va en parler justement? Qui, notamment par qui et pour qui, et puis après c'est surtout comment. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi on va en parler? Alors bien sûr, je suis prof, je suis désolée, moi je vais chercher les définitions sur Internet, puis quand on a un peu brainstormé, pareil, on est allé chercher sur Internet notre ami Google, puis on se dit Google, bah forcément il va nous ressortir des choses qui sont très communes, qui ressortent, qui reviennent. Alors tout de suite, vous voyez, Macron il est content, en fait c'est la première année que la France donc, détrône les États-Unis, et devient le numéro 1 du soft power. C'était un truc qui inondait tout Google. Donc lui, il doit être content. Bon, je pense que c'est l'effet jeune président de moins de 40 ans ou qui a 40 ans. Pourquoi aussi? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez qui c'est? Ou il représente quel pays? Personne? Et ce monsieur-là? Pourtant, c'est le même pays. Lui, c'est le président. Et lui, c'est le sportif. Alors, je voulais vous tester aussi, parce que j'avais une autre photo. Alors, le pays, leur président, il était un peu plus beau gosse. C'est le Porto Rico. Et puis, j'allais vous mettre Despacito, mais bon, vu qu'on n'a pas le sang. Et puis, pareil, le président, il a dit que Despacito, elle était un des premiers facteurs qui a le mieux contribué au tourisme de son pays, notamment récemment. Alors, pourquoi aussi? Après, on s'est dit, pourquoi la Tunisie? Puis, on a commencé un peu à chercher côté inspiration. Puis on s'est dit, on va aller regarder du côté des voisins et tout. Alors quand vous faites une recherche sur Google, essayez, vous faites pouvoir d'inspiration, vous faites soft power sur le Maroc. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on voit le président, le roi partout. En Afrique, on voit des aspects aussi par rapport au patrimoine culturel. On voit Azoulay là-bas, qui est d'origine marocaine. Donc très bien. Puis on s'est dit, on va voir pour la Tunisie, d'après vous. C'est encore le Maroc en fait, quand vous cherchez pour la Tunisie. Alors, bien sûr, il y a Michel Bouchner qui sauve un peu la chose. Il y a le Turquie quand même. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai reproduit les choses qui m'ont un peu interpellée. Il y avait aussi France 24, je n'ai pas trop compris, mais bon. Donc, aujourd'hui, du coup, c'est une question qui est légitime pour nous. Pourquoi on devrait s'intéresser à cette question d'inspiration tunisienne? D'autres pays s'y intéressent. On devrait aussi le faire. Et je pense, je reviens encore une fois à la présentation de Sofiane tout à l'heure. Tu as bien détaillé la chose. Donc, on devrait peut-être considérer la Tunisie comme une marque. Alors, par qui? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce monsieur? C'est qui le monsieur? Shinzo Abe, donc Premier ministre du Japon. Qu'est-ce qu'il a fait donc? C'était pour introduire les Jeux Olympiques. Il s'est habillé en Mario Bros. Donc, c'est que le monsieur, il n'avait pas peur du ridicule. Il a reconnu, en tout cas, l'importance de ce personnage mythique, et notamment de ce secteur pour son pays, en fait. Alors, les champions qui n'ont pas peur de ça, c'est les États-Unis. Un acteur qui devient président. Alors, vous l'avez reconnu, le monsieur? Arnold Schwarzenegger. Donc, toutes ces poses-là, tous les rôles, je vous ai épargné la photo bodybuilding en slip, donc, et qui devient après donc, un sénateur. Et vous voyez, il arrive quand même à faire rigoler François Hollande. Donc, du coup, nous aussi, on peut se poser peut-être la question, et c'est ce qu'on va faire avec nos intervenants, de qui peut endosser ça, et surtout pour qui et par qui. Et puis finalement, comment? Alors, j'ai repris la photo de Talahris. Aujourd'hui, on a plein d'éléments.
Bien sûr, les éléments classiques, le khomsa, le yasmine, il y a de nouveaux éléments. Le dégage, la révolution, on a parlé de start-up démocratie. Et puis, il y a aussi aujourd'hui, quand on parle d'écosystème entrepreneurial, on a entendu plein d'interventions qui montrent surtout qu'il y a quelque chose, une espèce d'effervescence qui est en train de monter. Mais à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est du bottom-up, est-ce que c'est du top-down, et surtout, qui peut faire ça? Donc, je ne vais pas tarder, petite introduction. Donc, on vous propose d'aborder ça sous 2 temps clés. Le temps du diagnostic et après un temps de prospective, justement. Et donc, sans plus tarder, je présente nos inspirants. Alors, je ne vais pas vous présenter dans le détail, je vous laisse le faire après. Donc, Tarek Chniti, alors, je précise, il vient de Séoul. Khaled Kouba, alors, toi, c'est l'Uruguay, c'est ça? Tu étais avant-hier à l'Uruguay. Moi, j'ai dit, pas de Paris, qui nous vient de chez les Ch'tis. Et puis, Hussem, j'ai renoncé à comprendre d'où tu nous vois. Je crois que là, c'est Amsterdam, mais avant, c'était le Maroc et tout, donc je renonce. Et donc, je vous laisse vous présenter et après, justement, pour discuter de ces 3 temps clés. Pourquoi l'inspiration tunisienne, par qui, pour qui, et notamment comment on peut le faire. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Monjizidi qui doit nous quitter rapidement. Donc. Je suis vraiment désolé parce que pas le dernier TGV, mais le TGV prévu 19h40, j'espère. Même si on dit toujours Paris, c'est le banlieue de Lille, mais malheureusement, ce n'est pas juste à côté. Monjizidi, je suis entrepreneur depuis plus que 25 ans à Lille, dans le domaine de la gestion électronique de documents et bibliothèques numériques, installé en Tunisie depuis 17 ans, au Canada et à Londres, et très actif dans tout ce qui est milieu professionnel. Je suis membre de conseil d'administration de MEDEF et je suis président de la French Tech Lille, Nord-Haute de France, et ambassadeur de Smart Tunisie. Bonsoir, Houssem Aoudi, je suis entrepreneur par accident, je pense. Je fais partie de l'aventure Cogite en Tunisie, d'une autre aventure qui s'appelle Wasabi. Je suis dans le board de la French Tech à Tunis. Je suis dans le board de la Fondation Tunisie pour le développement et dans le board de TED Global. Bonsoir, c'est Khaled Kouba, je suis tunisien mais citoyen du monde. J'habite Paris aussi par accident, mais mon cœur reste à Tunis et mon cerveau est partout dans le monde. Surtout que je suis premièrement un utilisateur de l'Internet et qui aime beaucoup l'Internet et qui croit beaucoup dans l'Internet en tant que vecteur et moteur pour l'humanité de façon générale. Et ça m'a poussé à être disponible pour faire du volontariat tout au long de ma vie, dans plusieurs instances. Et la dernière, c'est que je suis board member de l'ICANN. C'est l'Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. Je suis sûr que pas mal de vous ne connaissent absolument pas ce que c'est l'Internet, sachant que vous utilisez à peu près à chaque instant Internet et des ressources critiques de l'Internet qui sont les noms de domaine et les adresses IP. Et c'est qu'en fait l'ICANN qui gère tout ça. Bonsoir, je m'appelle Tarek Chniti, je suis représentant adjoint du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Je suis basé à Séoul, dans un bureau qui est consacré à la Corée du Nord. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la situation est très complexe dans ce pays, surtout en ce moment. Et c'est grâce à la Révolution en fait, que je suis rentré dans le domaine des droits de l'homme. Donc je n'ai pas du tout fait les études pour. J'étais universitaire à la base, donc j'étais prof à l'université en Angleterre, à Oxford, où j'ai fait mon doctorat en management, que j'ai terminé en 2010. Et puis je suis rentré pour passer des vacances et la Révolution a eu lieu. Donc ça m'a fait changer mes plans académiques. Et donc en ce moment, je suis en Corée. Je suis très content d'être ici, malgré que je suis un peu décalé. C'est mon heure pour dormir, en fait. Je ne suis pas censé être en train de parler en ce moment, mais je suis très content d'être ici. Et merci encore pour l'opportunité. Alors, peut-être on va laisser la parole à M. Monge. Justement, si vous pouvez peut-être nous parler du pourquoi. Aujourd'hui, vous, ce que vous faites aussi de votre position pour cette nouvelle notion de diplomatie, peut-être, les nouvelles figures d'ambassadeurs, et peut-être aussi nous parler un peu de comment vous voyez les choses, en fait. Parfait, merci. Tout à l'heure, en fait, monsieur l'ambassadeur, il disait que voilà, il est de profil ingénieur, il n'est pas de
de la diplomatie, j'allais dire, historique. Et d'un coup, on voit cette démarche de plus en plus dans pas mal des pays. Moi, je vous fais juste un petit retour de beaucoup d'acteurs économiques que je rencontre en Europe ou même dans d'autres pays d'Amérique. Ils adorent la Tunisie, ils aiment la Tunisie. Mais ils nous disent, vous êtes toujours restés sur ce qu'on appelle la sympathie. Il fait bien, voilà, on parle et on s'arrête, même quand on a une démarche comme j'arrête Tunisie 2020 ou autre. La diplomatie, elle n'est pas dans la continuité. Moi, personnellement, parfois, dans des conseils d'administration, en tant que conseiller de bord de d'autres sociétés, fut un temps, quand j'entends la notion d'investissement ou choisir un pays ou une information stratégique, je ne sais même pas à qui je peux la transmettre. Donc, beaucoup de nos compatriotes tunisiens sont aujourd'hui dans des positions vraiment stratégiques d'influence. Tout à l'heure, on parlait influence. Et parfois, on n'est pas structuré pour vraiment agir et transformer cette diplomatie ou ce networking ou ce lobby que vraiment existe partout dans tous les domaines à une action efficace, concrète, dans la continuité. Quand Smart Tunis sont venus me parler pour dire nous souhaitons confier cette mission à des entrepreneurs partout dans les pays pour qu'ils soient dans cette démarche un petit peu d'influence, d'action économique envers la Tunisie. Juste une petite question, est-ce que tout le monde ici voit ce que c'est Smart Tunisie en fait? Okay, il y a un objectif de 50 000 emplois et ce 50 000 emplois à créer en Tunisie, il ne se fait pas aujourd'hui seul par une administration ou une équipe, c'est par un réseau vraiment international d'entrepreneurs qui sont capables d'agir. Donc effectivement aujourd'hui, j'y crois beaucoup à une diplomatie économique, une diplomatie d'influence, une diplomatie de marque. La gestion de marque. J'étais vraiment bluffé il y a quelques semaines, j'étais à Lisbonne, un pays qui n'était pas sur la carte de digital il y a 5 ans. Il n'existait pas. Personne ne parlait de Portugal comme un pays de digital. Aujourd'hui, ils ont créé une marque. Le Web Summit, c'est devenu une référence. Et d'un coup, c'est devenu la référence pour réfléchir quand on veut investir. La Tunisie, on a eu notre chance. Tout à l'heure, je discutais, je crois, avec toi. En 2005, on avait notre chance. On avait notre chance de créer la marque mondiale de la Tunisie sur le numérique. On l'a loupé. Parce que tout de suite après, malheureusement, on a continué des actions qui n'ont pas du tout dans la démarche d'ambition. Et moi, je souhaite, et mon rêve, qu'un jour, chaque Tunisien partout dans le monde est capable d'agir là où il se trouve pour influencer, pour apporter vraiment sa contribution. Et la Tunisie a besoin de nous. C'est vrai, on a toujours dit on doit à la Tunisie, on doit. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver une approche structurée, professionnelle. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin des bases de données, de choses. LinkedIn est largement suffisant pour nous réunir. Mais par contre, il faut des plans d'action stratégiques par filière. Monsieur l'ambassadeur nous a réunis plusieurs fois. Moi, à chaque fois, je dis on ne peut pas être nombreux à parler des sujets divers. Il faut que les gens de la santé parlent de la santé, les gens qui parlent agriculture, smart, tout ce qui est smart, les startups ou numérique ou digital. Donc, comment on peut imaginer une inspiration qui soit profonde et interconnectée pour que dans chaque filière, tout Tunisien, partout dans le monde, peut contribuer même par une étude technique, une note pour un ministre décideur, pour un patron. Donc mon rêve pour Smart Tunisia, c'est qu'on organise un dîner débat, un très haut niveau, où tous les Tunisiens influents dans le digital au monde, ils seront présents, et chaque Tunisien dans une entreprise peut inviter son patron, s'il lui patron ou s'il travaille chez un patron, pour venir et montrer par l'exemple, et pas par l'aspect un peu institutionnel, mais concret, pourquoi la Tunisie est capable de prendre une marque. Moi, je parle de la marque digitale, parce que c'est celle que je connais le mieux, mais je suis sûr qu'on a d'autres, l'agriculture ou l'environnement, l'automobile, tout à l'heure vous parlez, la pharmaceutique. Donc, à mon avis, la Tunisie doit prendre cette chance de créer sa propre marque. On a eu cette marque en 2005 pour le digital, après la révolution. Maintenant, il ne faut pas qu'on laisse passer, parce que sinon d'autres pays prendront cette marque et avanceront beaucoup plus vite que nous. Aujourd'hui, je crois qu'on a tous les atouts, surtout parce qu'on a le capital humain.
D'accord, mais donc du coup, les points diagnostiques, et là peut-être je vais focaliser sur les aspects négatifs, c'est qu'on manque d'infrastructures, c'est ça? Ouais. On est déconnecté, c'est ça? Et non structuré. Non structuré. Donc, pour faire une démarche concrète, surtout dans la continuité. On fait des actions fortes et après, on tourne, il n'y a rien. et donc pour vous, ça serait une démarche hybride de type Smart Tunis, donc quelque chose qui soit un peu par thématique. Par thématique et structuré, où dans le privé doit prendre une place à côté du public. D'accord, ok, très bien, merci. Merci, je suis désolé de vous quitter. Pas de souci, on vous remercie encore une fois d'être d'être avec nous et à très vite. Hassem. Alors, tu dois avoir beaucoup de choses à nous raconter sur le pourquoi. Hein, bon, d'abord, je suis le moins diplomate des gens qui sont là, je pense, de toute la salle. C'est bien. Mais on m'a demandé de dire que la Tunisie c'était beau, c'était gentil. Ah non, on a dit vers la fin quand même. Mais bon, je vais vous dire deux choses. J'adore l'exemple du Portugal. Bon, j'aime pas l'exemple 2005 parce que pour moi c'était l'establishment très dictatorial qui se faisait qui s'achetait une nouvelle virginité en organisant ce sommet-là. Après, ça, c'est ma position. Mais j'adore l'exemple du Portugal. L'exemple du Portugal est intéressant parce que j'avais rencontré le ministre, le secrétaire d'État à l'innovation portugais lors d'une réunion organisée à San Francisco. Où il s'est déplacé avec une équipe où ils ont acheté la licence pour Web Summit, ils ne l'ont pas créé, ils l'ont ramené chez eux. Et ils font aujourd'hui du Portugal une nouvelle marque de la technologie. C'est important, c'est très intéressant. De notre côté, je ne pense pas que notre gouvernement comprenne l'importance des startups. Je ne sais pas si Zachary Abelkhouja est toujours là, mais Zach fait partie de Minex. Minex était en négociation avec Google pour des projets, de gros projets d'infrastructure en Tunisie. Et il y avait deux autres groupes familiaux, très, très grands groupes familiaux et des groupes internationaux. Et j'avais eu un drink avec quelqu'un de Google qui faisait ça justement à Palo Alto. Et il me disait, et je lui dis, pourquoi vous avez choisi Minex Holding? Il me dit, c'est tout simple, tout con. Ils ont la même vision que nous. Ils ont créé le 15. Ils travaillent avec des startups, ils créent un fonds d'investissement pour des startups, mais aussi c'est des gens qui sont dans l'infrastructure. Donc on a choisi ces gens-là parce qu'ils ont la même culture. Un ministre toujours en place, très, très puissant dans le gouvernement actuel, lors de Tunisia 2020, a dit à propos des startups, une question lui a été posée lors d'un dîner, pourquoi vous n'invitez pas les startups tunisiennes au Tunisia 2020. Et il disait, c'est des petits jeunes qui jouent dans un coin. Nous, on est là pour des... en fait. C'est ce qu'il a dit texto, c'est un ministre actuel. Hein. C'est vous dire combien le gouvernement table sur les startups. Bah, je vais vous dire qu'est-ce que les startups font, en fait, sans l'appui de l'État. On est parti avec une délégation de startups il y a 2 ans. On était 6 startups, 3 investisseurs. On est parti à Startup Fest, Europe, à Amsterdam. Et on était la délégation tunisienne. Et on a rencontré Eric Schmidt. Et on a parlé avec des investisseurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de monter un fonds d'investissement sur les startups entre 15 et 25 millions d'euros entre les Pays-Bas et la Tunisie. C'est aussi ce qui fait qu'on a ramené 12 startups tunisiennes en Égypte pour le Rise Up Summit. C'est la deuxième année. La première année, on en a ramené 6. Deuxième année, c'est 12. Cette année, on va y aller aussi. Et ce qui fait qu'on a une présence de diplomatie, une start-up diplomatie dans le monde arabe. On est en train de prendre notre place. Une place que, malheureusement, pour l'Égypte, c'est redevenu une dictature. Il allait prendre cette place. Aujourd'hui, on a nos chances pour prendre cette place-là. Aujourd'hui, quand on a monté Cogit il y a 4 ans, je pense, avec un peu 3000 dinars et des rêves plein la tête et 86 mètres carrés pour 20 places. Aujourd'hui, on a un espace qui hoste 160 personnes. On est à 1000 mètres carrés couverts plus 600 mètres carrés de jardin. On a un espace dans le meilleur endroit possible au lac. Là où des start-upers ne peuvent pas généralement se permettre d'être là. On est 160 personnes à travailler là-bas, un peu plus d'ailleurs. 160 personnes à travailler là-bas tous les jours. On est à peu près 40 start-up. C'est un petit espace, mais on était l'année dernière classé 3e mondial par Forbes Magazine, ce qui met la Tunisie sur la carte. Aujourd'hui, quand on a des articles
sur l'entrepreneuriat dans le Moyen-Orient, MENA, Middle East and North Africa, Cogit est cité dans 9 sur 10 articles, Cogit est cité. Du coup, la Tunisie est citée. Du coup, on est en train de prendre notre place. J'aime beaucoup que tout le monde, on est dans un événement tunisien et tout le monde cite le Maroc. Le Maroc, c'est top. Moulay Alami disait, le ministre de l'investissement, je pense marocain, disait qu'il n'avait plus à vendre le Maroc. Quand il parlait à des investisseurs chinois, japonais ou américains, ils connaissent le Maroc. Ils savent où c'est. Il n'a pas à vendre le Maroc et après vendre les investissements. Aujourd'hui, on est loin de l'être. Quand on voit notre présence à des événements internationaux, au JIS l'année dernière à Palo Alto, à Stanford University, on était en tout, je pense, 8 Tunisiens sur 3000 participants. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Aujourd'hui, je pense que nous tous, on est ambassadeurs. Ambassadeur, c'est plus un titre que le gouvernement donne à quelqu'un. C'est vraiment chacun d'entre nous est ambassadeur de son pays. Malheureusement, maintenant, quand on écoute les news qu'on a sur la Tunisie, des fois il y a des attentats, on dit putain, faites qu'ils ne soient pas tunisiens. Après, ouais, c'est des ambassadeurs. Et nous c'est les autres belles histoires. Nous, c'est les Lyoum, nous, c'est le 15, nous, c'est la musique, nous, c'est toute cette présence-là. Et pour finir, quand on a des startups tunisiennes qui ont commencé il y a moins de 3 ans, qui vendent aujourd'hui dans 12 pays, l'exemple de Expensia, quand on voit des marques tunisiennes comme Lyoum, quand on voit des gens de grands groupes familiaux comme les Tamarzistes et Minax Holding qui sont en train d'aller dans les startups, on se dit qu'il y a une petite lueur d'espoir. Et j'espère que la Tunisie, côté gouvernement, va comprendre ça et va travailler avec la diaspora tunisienne que vous êtes sur vos projets pour justement faire de vous des ambassadeurs. Donc juste pour résumer, avant de donner la parole, Khaled, donc pour toi, Houssem, donc c'est vraiment l'écosystème entrepreneurial, c'est les startups, c'est des nouvelles figures d'ambassadeurs, et notamment donc c'est une démarche plutôt bottom-up. C'est le gouvernement, on a l'impression que c'est plus un élément aujourd'hui, en tout cas bloquant, qu'autre chose. Écoute, il y a un exemple très très simple. L'année dernière, on était à Palo Alto pour justement pour le JS, et le gouvernement tunisien, avec l'ambassade des États-Unis, essayait de trouver un rendez-vous. Depuis des mois entre la CTO des États-Unis et Elias Jrib. Et ils n'arrivaient pas. Il s'est trouvé, mais on était en train de prendre un café à Stanford, et il disait bon, j'arrive pas, ils n'arrivent pas, et je voyais la discussion passer. Il dit c'est qui que tu veux rencontrer? Il dit la CTO des États-Unis. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle X. Et je dis ah tiens, j'ai travaillé avec elle lors de la visite d'Obama à Israël et Palestine en 2012. Parce qu'on était tous les deux à TED, tu vois. Et donc, je la vois en train de marcher avec son escorte et tout. Je vais la voir, elle me reconnaît, et on fait l'introduction. Et du coup, après, on a un rendez-vous, 2 mois après, on a un rendez-vous à la Maison-Blanche, où les États-Unis qui ont créé un nouveau poste dans leurs ambassades qui s'appelle Digital Attaché. Des attachés au numérique. La Tunisie n'était pas sur la carte, est devenue sur la carte, du coup on a un attaché digital aujourd'hui. Et les États-Unis, sous Obama, voulaient payer pour le câble sous-marin qui partait sur Blizzard. Pour ceux qui connaissent un petit peu les câbles sous-marins, Internet, etc. Et bon, après ça s'est pas fait parce qu'on a fait des conneries du côté tunisien. Mais vous dire que des small fish, des gens qui sont des startups, peut-être qu'ils ont des connexions qui peuvent impacter un pays entier rien qu'en faisant ces connexions-là. Et c'est ce que j'appelle la nouvelle diplomatie. Très bien. Alors peut-être justement en enchaînant sur le digital, Khaled, vous de votre position, en étant justement plutôt du côté institutionnel, plutôt que le côté peut-être start-up, à moins que vous voulez parler de HubWeb, et un peu de ce que vous avez vu aussi chez Google, si vous pouvez nous parler un peu de cette nouvelle notion de l'inspiration, puis cette notion de diplomatie un peu nouvelle. En fait, je vais rester un petit peu avec le pourquoi, et le pourquoi pour moi, et je vais être un petit peu méchant avec moi-même, avec mon pays. Le pourquoi pour moi, c'est qu'on est un petit pays. Et on a malheureusement une fausse idée par rapport à ce qui nous sommes. Je remarque que malheureusement, l'ancien régime, il a créé en nous cette
façon de nous voir autant que le plus grand pays du monde, le plus beau pays du monde, le plus parfait pays du monde. On a les plus belles plages, on a la meilleure cuisine, on a tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. On est un petit pays, on n'a pas de ressources, on a beaucoup d'handicaps à dépasser. Et ça, c'est la réalité des choses. On va pleurer, Khaled. Ça, c'est la réalité qu'on doit en fait être conscient de ça. Parce que si on n'est pas conscient de ça, on ne pourra pas avancer. Et la raison pourquoi je pense que je suis complètement d'accord avec toi sur le pouvoir de l'inspiration, et le soft power, principalement, moi j'ai eu déjà en 2015 la chance de discuter avec professeur Ney, qui est en fait l'instigateur du soft power. Il a écrit même un livre, c'est un professeur de Harvard. Il a expliqué en fait qu'il y a plusieurs façons d'utiliser ça, y compris la culture. Moi j'ai bien aimé par exemple l'intervention de Found aujourd'hui, mais malheureusement j'ai pas aimé le fait qu'ils ont commencé par des chansons égyptiennes, malgré que j'aime beaucoup Kulthum, mais j'aurais préféré que dès le départ ils commençaient par des chansons tunisiennes. J'ai bien aimé par exemple aussi Sofiane qui a présenté Sahana Tounsi, par exemple. Sahana Tounsi, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, si tu tapes sur Google aussi, tu vas trouver le mot couscous est rattaché beaucoup plus au Maroc qu'en Tunisie, alors que c'est quelque chose de maghrébin. Donc le travail de l'inspiration commence par des détails qui sont importants pour dépasser ces lacunes et ces handicaps qu'on a. Et parmi la chose la plus évidente pour le pouvoir de l'inspiration, ce n'est pas quelque chose qui est la seule tâche du gouvernement, comme il a expliqué Houssem. Être ambassadeur, ce n'est pas un titre qui est donné par le ministère des Affaires étrangères, mais c'est plutôt n'importe quel Tunisien il peut être un ambassadeur par des petits actes, par des petits gestes. Chacun de nous, en fait, il peut le faire. Et ça, c'est grâce à, aujourd'hui, comme tu as dit, le digital, c'est grâce au pouvoir de connexion, de se connecter avec d'autres personnes, et tu peux facilement aider. Le pouvoir d'inspiration, en fait, du fait qu'il est la tâche de chaque personne, ça nous dégage un petit peu, par exemple, des budgets énormes que pas mal d'autres pays sont en train de dépenser. Quand on voit, par exemple, des annonces que font quelques pays sur CNN pour attirer les investisseurs ou autres, vous pouvez faire avec le pouvoir d'inspiration autant sans ce grand budget de marketing ou de communication. Malgré que c'est important de faire aussi de la com au vrai sens du terme, mais le pouvoir d'inspiration, le pouvoir des gestes d'un Français qui vient visiter la Tunisie et qui repart de la Tunisie avec des mémoires qui ont de répercussions, ou en évitant des cas où, par exemple, la Tunisie qui fait rapatrier un prince marocain, ou la Tunisie qui fait rapatrier un photographe l'année dernière qui est très connu aussi. Des incidents comme ça, à mon avis, c'est des incidents gratuits. En tout cas, ils m'ont fait faveur en oui, j'avais invité Moulay Hichem pour un événement qu'on a fait avec Stanford, et c'était un événement discret, on ne voulait pas acheter des tours médias, et en l'éjectant de la Tunisie, ils nous ont donné une bonne pub, une mauvaise pub pour la Tunisie, mais ils nous ont donné un espace médiatique énorme, on a pu parler, et c'est là où des fois pour cet événement-là, Khaled, crois-moi, on a dû batailler avec les ambassades tunisiennes partout dans le monde pour donner des visas pour des gens éminents, tu vois. Tout à fait. Et de notre côté, tu vois, on essaie de faire les choses, tu es en train de le faire, et vous êtes tous en train de le faire, et on essaie de faire évoluer la Tunisie, mais des fois par des gestes cons. La Tunisie est en train de rendre l'appareil... Tout à fait. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en réalité, il y a des choses qui sont faciles à éviter. Il y a des erreurs qui sont faciles à éviter. C'est des erreurs qui peuvent être des erreurs capitales. C'est des erreurs qui peuvent nous coûter beaucoup. Sans pour autant être des experts en marketing ou en communication, on peut facilement comprendre que des actions comme ça peuvent
être catastrophique pour l'image de marque de pays. Le deuxième point que j'ai voulu parler, par exemple, vous avez mentionné Eric Schmidt. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant les années 2012-2015 et j'ai organisé la visite d'Eric Schmidt en Tunisie. J'ai organisé la visite d'Eric Schmidt dans d'autres pays. Et honnêtement, on a eu quelques occasions où on pouvait faire beaucoup avec Google ou autres sociétés. Et malheureusement, on a raté beaucoup. Et c'est ça où, quand on est dans le feu d'action, quand on voit des occasions comme ça qui se ratent, tu te dis où on peut avancer les choses, comment on peut améliorer les choses. Et la seule façon, c'est que chacun de nous soit conscient dans ce qu'il fait, dans les actions de chaque jour, qu'à chaque action qu'il fait, il se dit, est-ce que je suis en train de faire bénéficier mon pays ou pas? Si chacun de nous, il pense rien qu'à ça, je pense que c'est suffisant.